Bonjour tout le monde. Hey guys, today we have the honor of welcoming an exceptional guest, Mr. John Philpott, an esteemed lawyer. He has been practicing criminal law in Montreal since 1984 and international criminal law since 1998. A member of the Quebec Bar, John Philpott has had an impressive career marked by high-profile cases both in Canada and internationally. On the international stage, he was the appeal lawyer for Jean-Pascal Akayesu at the International Criminal Tribunal for Rwanda, the first person convicted in a genocide trial in international law. I would like to mention that although I'm introducing Monsieur Philpott in English, the interview itself will be conducted in French. Subtitles for our non-French speaking listeners will be provided for the entire interview. This approach allows us to reach a broader audience as we aim to make our podcast accessible to as many people as possible. Now please welcome John Philpott as he honors us by sharing his perspectives on the relationship between Quebec and the Palestinian cause, international law, and the situation in Palestine. Durant notre conversation téléphonique la première fois, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé. Quand je vous ai demandé la question, est-ce que vous voulez faire l'entrevue en français ou en anglais, vous avez insisté de la faire en français et vous avez dit non seulement que c'est important de le faire en français, mais c'est important de le faire en français parce que le Québec, historiquement, a soutenu la cause palestinienne. Pourquoi c'est important de le faire en français, M. Jean Philpott? Bon, mais premièrement, la population québécoise est francophone. Le français, c'est la langue nationale du Québec. Le Québec a été colonisé par les Britanniques, tout comme la Palestine avec la déclaration Balfour. Et la conscience des Québécois, avec la Révolution tranquille et les gros changements des années 60-70, on est tout est proche de Palestine et le mouvement palestinien. Les syndicats, le syndicat dans les années 80, 70 et 80 parlait de l'impérialisme. Michel Chartrand, le grand syndicaliste de la CSN, était très pro-palestinien, Gérald Larose. Et en 83, les Palestiniens ont été invités au Congrès des partis québécois. Louise Arel, ex-ministre du Parti québécois, est mariée avec un Palestinien. Il y a une longue histoire et une longue identité parce que la conscience au Québec n'a pas un point de vue colonialiste et ils ont une méfiance de l'Empire. C'est pas clair tout le temps, mais c'est ça la présence et la conscience. Et vous le savez tant bien que moi que la population québécoise, foncièrement, est sympathique à la Palestine. Okay. Bon, vous avez donné plusieurs détails que je ne connaissais pas. C'est quand même vraiment intéressant. Vous avez fait mention du fait que les Québécois ont toujours été contre l'Empire. Quand vous dites Empire, est-ce que vous pouvez préciser pour nos auditeurs? Mais il voulait parler, mais le Québec s'est battu en 1759, en 1838. Ils ont fait la guerre aux Anglais. 1919, ils voulaient pas, ils voulaient faire une révolution. Ils voulaient pas la conscription. Ils voulaient pas aller dans la guerre des Boers en Afrique du Sud en 1904. Il faut que je me rappelle des dates. J'ai pas préparé ce point-là. Donc, c'est la pensée, le sentiment des Québécois qui est encore, à mon avis, encore présent. OK. Ouais, vous parlez du Québec comme si c'était une histoire de résistance. Donc, dans le fond, ils se voient dans les Palestiniens. C'est ça que vous essayez de dire? Mais le Québec vit, c'est une société qui résiste. Tant bien que mal. Maintenant, nous savons qu'il y a eu beaucoup de progrès depuis les années 60 dans le niveau de vie des Québécois, bien qu'ils n'ont pas eu leur indépendance qui est foncièrement appuyée par beaucoup de Québécois. Malgré que la dernière fois qu'il y a un référendum, c'était... Ben oui. Je ne ferai pas ce débat actuellement ici. Et ce sont des choses qui sont sujettes aux vicissitudes politiques. La bataille politique, beaucoup de pays qui sont colonisés ne se libèrent pas immédiatement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas colonisés. OK, intéressant. Donc, je comprends de ce que vous dites, c'est que vous êtes pour la souveraineté du Québec?
Je pense que c'est la meilleure façon pour les Québécois de survivre en Amérique du Nord. Encore ce débat, je préfère ne pas le faire ici. C'est quand même très important, c'est au cœur de toutes nos vies. Mais actuellement, nous sommes en lutte pour appuyer le peuple palestinien contre le sionisme. Et nous voyons que notre gouvernement fédéral appuie Israël. Okay, c'est vrai. Vous avez fait mention du gouvernement fédéral, mais maintenant, on voit aussi une évolution, si on peut dire évolution, de la position politique du parti au pouvoir. Oui, mais le gouvernement de la CAQ appuie Israël et ne sympathise pas avec les Palestiniens. Je présume que ça ne changera pas. J'espère que ça va changer. Il faut que ça change. Mais le Québec n'a pas vraiment de politique extérieure. Il n'y a pas de pouvoir international. Et ils ont beaucoup à apprendre. Et espérons que ce gouvernement ou le prochain gouvernement, que ce soit péquiste, QS, je ne sais pas, aura plus de lumière dans plus de clarté dans leurs pensées. Mais si je veux résumer ce que vous dites, dans le fond, c'est que quand la souveraineté du Québec était au centre du débat, la cause palestinienne était toujours proche au cœur. De plus en plus qu'on s'éloigne de la souveraineté québécoise, la solidarité québécoise, du moins au niveau élite politique, s'éloigne de la cause? Je ne pourrais pas affirmer ça comme soit une corrélation, soit cause à effet. J'ose pas trop m'aventurer. Je suis pas sociologue, je suis pas politicologue, mais nous avons constaté au niveau du gouvernement une faiblesse. Je peux pas dire plus que ça. Si je dis plus que ça, je vais m'écarter de nos devoirs présents qui sont de changer la politique québécoise. Et je vous ai dit tantôt qu'il y a une nouvelle occupation devant la Caisse de dépôt et placement qui a des avoirs, si je me trompe ça, 433 milliards d'argent. C'est le bas de laine des Québécois. Et là, je vais donner un chiffre et on me dira que si j'ai tort. Là, je pense qu'il y a 80 milliards en Israël, mais ce chiffre-là, je ne le garantis pas. Beaucoup de placements en Israël et la nouvelle coalition demande à la Caisse de dépôt et placement de retirer leurs avoirs d'Israël, ainsi que de demander au gouvernement du Québec de fermer son consulat ou sa représentation, c'est pas un consulat exactement. C'est un bureau. Un bureau à Tel Aviv. Parce que la politique extérieure québécoise naissant doit se séparer de sionisme, du colonialisme. Le Québec ne doit pas être colonialiste. OK. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de dire que l'argent public est présentement investi en Israël et cet argent, indirectement ou directement, est utilisé pour potentiellement ou actuellement faire un génocide dans le peuple palestinien. Faire le génocide, mais personnellement, le terme génocide qui est très important, même si ce n'était pas classifié génocide, seulement crime de guerre, mais occupation coloniale, c'est ça le vrai problème. Et l'Occident, et le Québec et le Canada appuient cette colonisation qui a mené au crime actuel et les horreurs presque indescriptibles vécues actuellement par le peuple palestinien. Je voulais pas trop m'éloigner du sujet de la Palestine. Cependant, vous avez fait mention aussi de la guerre en Syrie qu'on a parlé au téléphone. Et vous avez dit quelque chose de quand même intéressant. Vous avez dit que vous considérez que cette guerre était un test décisif pour
pro-résistance palestinienne. Pourquoi? Oui. Je vais vous expliquer mon point de vue. La Syrie a toujours été contre le sionisme pro-palestinien. Il y a beaucoup de monde qui critique les Syriens pour toutes sortes de raisons. On parle de sionisme, le Québec, la Syrie s'est opposé au sionisme, tout comme l'Iran. L'Iran, en fait, c'était très important à partir de 1979. Alors, l'Occident a voulu écraser la Syrie par les sionistes, par les djihadistes, et ça faisait partie de la stratégie américaine pour toute la région. M. Brzezinski a voulu promouvoir les mouvements islamistes de droite. Ça n'a rien à faire avec Hezbollah, ça n'a rien à faire avec la vraie résistance. Il voulait s'en servir pour renforcer, on peut l'appeler l'Empire américain, l'Empire néocolonial, le monde néolibéral dans la grande région de l'Asie de l'Ouest. Et d'où on voit la guerre en Afghanistan, on voit les guerres contre les différents pays de la région, et on voulait renverser le gouvernement de la Syrie, qui était un gouvernement de résistance. Et les différents groupes, moi j'ai perdu la trace des noms parce qu'ils changent toujours de nom, liés en partie aux Frères musulmans, qui est une ex-relation avec le colonialisme britannique. Et la Syrie s'est joint à ça. Juste avant 2011, la Syrie est en bon terme avec la Syrie. La Turquie est en bon terme avec la Syrie. Mais la Syrie s'est joint à la guerre contre la Syrie pour renverser le gouvernement de Bachar el-Assad. Le Canada est impliqué, l'ambassade canadienne était impliquée. On recrutait les jeunes musulmans ici, peut-être de votre âge ou un peu plus jeunes, pour aller se battre, pour libérer la Syrie du gouvernement de la Syrie. Évidemment, c'est une fausse histoire, c'est entièrement fausse histoire, tel que je le comprends. Et nous de gauche, beaucoup des gens de gauche qu'on aime beaucoup étaient contre Bachar el-Assad avant. Ils ont changé leur discours parce qu'ils se rendent compte que c'est le gouvernement qui est élu. C'est le pays qui est souverain. Alors, cette question nous a déchirés en 2012-2017 et heureusement, la Syrie a survécu. Je vous ai dit qu'une des dates clés, c'est le 29 ou le 30 septembre 2015, quand la Syrie, légalement, a demandé la Russie d'aider. Et la Russie est intervenue légalement sur la demande du gouvernement souverain et il commençait à se battre contre les différents djihadistes, État islamique, et ils ont réussi. La bataille d'Alep, je me souviens de la bataille d'Alep, plus dans l'ouest de la Syrie, l'est de la Syrie aussi. C'était une guerre terrible. Mosul, et ce n'est pas Lord George en 1915 qui voulait aller à Mosul. Les Britanniques voulaient ça. Alors, la bataille pour cette région-là, c'est une bataille qui dure depuis 100 ans, disons. Okay? Alors, le contrôle de la Syrie est très important. Et contre la Syrie étaient tous les gouvernements arabes. J'aime pas ça, le mot régime arabe, parce que ce sont des gouvernements, mais l'Arabie saoudite, les pays du Golfe, la Jordanie, je pense. Je ne rentre pas sur l'Égypte parce que je ne maîtrise pas complètement le gouvernement d'Égypte. Moubarak ne voulait pas faire la guerre contre la Syrie. Il était renversé. Alors, ça prédate la lutte actuelle. Maintenant, il y a beaucoup plus d'unité
contre Israël, bien que je trouve qu'il y a encore des défis et encore des divisions possibles. Mais moi, je ne peux pas prétendre à comprendre tous les aspects des différences d'opinion. Je comprends très bien. Je vais juste vous poser un peu plus de questions par rapport à ce sujet pour clarifier vos propos parce que, comment on peut dire, votre opinion n'est pas nécessairement l'opinion de tout le monde par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes qui appellent ça la guerre civile en Syrie. Ce n'est pas venu sans contexte. Donc, il y a eu la vague du printemps arabe. Ça a commencé par la Tunisie, ensuite par l'Égypte, ensuite par... Ça, c'est l'américain. Ensuite par la Libye, ensuite par la Syrie. Donc, qu'est-ce qui... En fait, si je comprends bien, vous pouvez me corriger, vous dites que c'est les Américains qui ont commencé ça, de la Tunisie jusqu'à l'Égypte, jusqu'à la Libye, jusqu'à la Syrie. C'était comme un effet domino. C'était pas le peuple qui voulait un peu plus de démocratie, se libérer. Savez-vous, là, dans tous les pays, il y a des problèmes. Et lorsque quelqu'un avec beaucoup de pouvoir met beaucoup d'argent, les gens vont suivre un petit peu. Okay? Et est-ce que la Tunisie avait des problèmes? Oui. Est-ce que le changement de gouvernement est souhaitable? À mon avis, non. Vous avez vu, la plus grande tragédie, évidemment, c'est la Libye. Lorsque l'État islamique dans l'Est a tenté de renverser Kadhafi, et Kadhafi a averti. Il dit, ces gens-là, ils peuvent, j'ai pas ces mots, mais ils peuvent nous tuer, et ça va affecter l'Afrique. Hillary Clinton, we came, we saw, he died. Est-ce qu'elle a dit, est-ce que j'ai les mots exacts? Je sais pas, mais assez proche. Et qu'est-ce que vous voyez maintenant? Dans le Sahel, Niger, Nigeria, Burkina Faso, Mali, les djihadistes font rage, et il y a eu l'Occident faisait semblant d'aider. Tout ce qu'ils ont entendu font semblant d'aider en Syrie. Ils ne le font pas vraiment. Ils ne sont pas vraiment contre. On a des gouvernements d'État révolutionnaires au Mali, Niger, Burkina. D'ailleurs, j'étais au Niger cette année pour d'autres choses. Mais ça, c'est les sables mouvants de l'Occident, l'impérialisme occidental, pour essayer de contrôler, influencer les politiques de la région. Et vous voyez la destruction terrible de la Libye, le pays le plus riche en Afrique, qui aidait l'Afrique. Alors, mais encore une fois, ce sont des sujets. Je vous ai fait une blague cette semaine. Le sujet dont on parle équivaut à un cours de 30 crédits dans une université. Et si je donnais ce cours-là, il me faudrait 150 heures de préparation pour avoir tous les faits exacts. Mais c'est valable, ce débat. C'est un débat qui est nécessaire, tant ici que dans les universités, à l'UQAM, McGill, Concordia, etc. Vous le savez. Ouais. Mais c'est pour ça que je voulais juste entrer un peu plus dans les détails de ce que vous avez dit, parce que je trouve ça quand même intéressant et du monde. Et je connais beaucoup de personnes qui seraient un peu frustrées d'entendre ce que vous dites, honnêtement. La raison est que ils se disent que vous êtes en train de nous dire, dans le fond, c'est que nous, on n'a pas le droit d'avoir de vivre dans un pays démocratique, d'avoir les droits que l'Ouest a. Pourquoi est-ce que nous, on devrait se contenter de vivre une situation peut-être en Syrie, peut-être en Égypte, sous dictature? Maintenant, vous pouvez me dire que maintenant, la situation est un peu meilleure, et effectivement, je suis d'accord avec vous, sauf que ces peuples-là, ils n'ont pas le droit de rêver, de rêver pour un meilleur futur. Ben, c'est évident que tout pays est souverain, le peuple est souverain. Le peuple est souverain dans les pays. Et vous voyez le débat actuel en Iran, après la mort du président, c'est un débat démocratique. Pensez-vous qu'on a un vrai débat ici, au Canada? Un vrai débat sur l'orientation, on ne peut même pas parler. Moi, je ne peux pas écrire une lettre de devoir, ce ne sera pas publié. C'est pas que je suis si important que ça, je ne suis pas important. Mais ce que j'écris ne sera pas publié dans le devoir. Regardez le gouvernement
occidentaux actuellement. La Grande-Bretagne, le parti au pouvoir, va perdre peut-être 0 siège ou je ne sais pas. En France, le gouvernement qui veut faire la guerre est à 20%, je pense. Alors, la Syrie, il y a des élections. Bachar al-Assad a gagné de façon répétée. OK, il est très populaire. Même, dans un exemple, en Turquie, qui a une approche ambiguë sur certaines choses, encore, c'est une grosse discussion. Erdogan a gagné, même si l'Occident ne voulait pas qu'il gagne. Les Américains ne voulaient pas qu'il gagne. Mais ça, c'est la démocratie. Les gens rêvent, les gens veulent résister et s'exprimer sur les questions. Et l'idée d'avoir un système occidental, le système occidental ne répond pas aux besoins des populations, à mon avis. Je ne suis pas satisfait avec notre situation, mais il faut changer ça. Mais encore une fois, comment le changer? Ben, on va s'asseoir, prendre une bière, puis discuter de ça, mais... Ouais, je buvrais un café avec vous, pas une bière nécessairement, mais ça me ferait plaisir de continuer par rapport à ça. Maintenant, pour revenir par rapport à les Syries, pourquoi vous pensez que vous avez mentionné que la Syrie était toujours anti-sioniste? Puis en conséquence, c'était l'objectif de l'Occident de le détruire comme il est. Est-ce que c'est juste parce qu'ils étaient anti-sionistes ou en termes de géostratégie, l'emplacement de la Syrie face à certains pays comme l'Irak, l'Iran et l'Arabie saoudite qui était nécessaire, et bien sûr le Liban et la Palestine, qui était nécessaire en conséquence de le détruire? Moi, je suis d'accord. C'est un mélange de tous ces facteurs, y compris la résistance au sionisme et l'idée que Syrie veut exercer son propre gouvernement et ne pas dicter. Et toutes les questions de transport de gaz, qui est un débat que je ne connais pas tous les détails, je ne connais pas toutes les géographies. Juste pour clarifier, le transport de gaz. De pétrole et gaz des pays du Golfe. Quel corridor ils vont suivre? C'est vrai, OK. Et est-ce que la question géostratégique est vraiment le cœur de tout ça, mais cela comprend le sionisme. Et ça comprend le gaz dans la Méditerranée et le pétrole, je pense, en face de Gaza. Et encore une fois, aujourd'hui, il n'y a pas une analyse de toutes les géographies de la région, mais Syrie a toujours voulu être souverain, tandis que l'Arabie saoudite a été, un peu depuis les années 50, le bras des Américains. C'est en train de changer un peu maintenant, je pense, mais donc les deux choses sont complémentaires et vont dans la même direction. Parfait. Vous avez mentionné la présence russe, selon vous, légitime en 2015 et on pourrait dire la fin de la guerre en Syrie, malgré que la situation économique en Syrie présentement est difficile, on peut dire, et qu'il y a une partie qui est occupée par les Américains et une autre partie qui est occupée par la Turquie, si je ne me trompe pas. La guerre n'a pas fini. Mais en fait, ma question est, c'est quoi les implications internationales de la fin de cette guerre? Ou du moins, je ne sais pas ça serait quoi le meilleur terme à utiliser parce que c'est pas fini. Cependant, le fait que la Syrie n'a pas abandonné. Les implications internationales sont très importantes. George Bush parle des axes of evil, OK? Puis Syrie, Irak, ils voulaient aller jusqu'à... Et ils ont été bloqués. Ils ne peuvent pas avancer. Les Américains ne sont pas acceptables. Ils ne pourraient pas renverser Bachar al-Assad. Ils voulaient. Et puis, d'abord, on a la question d'armes chimiques. Puis la Syrie a dit, OK, on détruit nos armes chimiques. On en a, on les détruit. On voulait, en 2012, on voulait bombarder la Syrie. Je pense en 2012, on voulait bombarder la Syrie. Sous Barack Obama? Oui. Et le Parlement britannique a dit non, pour une raison conjoncturelle. Et ils n'ont pas pu le bombarder. Le devoir
que je lis, que j'aime un peu, Le Devoir. Bernard Descoteaux a appelé pour le bombardement de la Syrie parce que l'Occident a un point de vue exceptionnaliste. Nous sommes les agents, nous, en fait moi non, mais vous non, mais nos gouvernements peuvent faire n'importe quoi dans un autre pays, qui n'est pas blanc d'ailleurs, ce ne sont pas des pays blancs, au nom des droits de l'homme, et ça c'est l'exceptionnalisme. Nous sommes les gens qui sont prêts à imposer notre point de vue pour, soi-disant, préserver les droits de l'homme, qui est faux. Alors, ça c'est bloqué, ça ne se passera pas. Et tant mieux. La Syrie, c'était comme le pays clé depuis 20 ans, disons, où l'Occident a perdu. Là, ils sont en train de perdre ailleurs. OK. Okay? Je voulais juste que vous commentez un peu plus sur le fait que vous avez dit que la politique turque est un peu ambiguë. Est-ce que vous pourriez clarifier vos commentaires? Mais parce que il faut voir en quelle date, parce que c'est-à-dire que la Turquie a toujours voulu être dans la communauté européenne. Ça fait 30 ans, ils veulent. Ils n'ont pas accepté parce qu'ils sont musulmans. La Turquie a occupé la moitié du Chypre en 1974. Peut-être c'est pas bon. La Turquie essaie d'être amie avec la Russie, mais aussi il fournit les armes à l'Ukraine. La Syrie n'est pas clairement anti-occidentale, mais ils sont souverainistes. La Syrie a occupé et occupe encore la Turquie occupe encore la Syrie. Alors, ils n'ont pas raison, à mon avis. Ils disent que c'est à cause des... Je pense que c'est pas qu'ils ont un problème avec la Syrie en tant que telle, c'est plus par rapport aux Kurdes, exactement. Oui. La sécurité par rapport au pays, parce qu'il y a beaucoup d'explosions à l'intérieur d'attentats dans leur pays. La Turquie a le droit à la sécurité de ses frontières, tout comme la Syrie, tout comme l'Irak. Et malheureusement, on joue avec une minorité kurde qui souffre pour d'autres fins que leurs propres intérêts, probablement. Et quand vous dites on joue, est-ce que vous parlez des Américains? L'Occident, l'Israël. Occident, Israël, l'Occident. Okay. Et donc, la Turquie, mais les Américains ne voulaient pas, et les élections, ça fait quoi, 6 mois? Les élections, je les suivis, mais... Les élections... En Turquie. En Turquie, oui, je pense que ça fait 6 mois. Environ 6 mois. Les Américains ne voulaient pas que Erdogan gagne. Puis il y avait une tentative de coup d'État en 2016. Je pense que c'est vrai, là. Et... Mais, excusez-moi, je vous interromps, mais est-ce que quand vous dites ambigu, et qu'il ne voulait pas, et que... en fait, vous dites aussi que... on dirait que vous êtes en train de parler de la Turquie comme si vous parliez de la Syrie. Ils sont en train d'agir comme un pays souverain qui pense au bienfait de leur pays. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais... D'ailleurs, ils ont des bonnes relations. Vous avez nommé des pays comme l'Iran, par exemple. La Turquie a des excellentes relations avec l'Iran. Ils sont en train de s'améliorer, oui, absolument. C'est pour ça que de faire des... Vous savez, le mot généralisation... J'ai dit ambigu parce que c'est pas exactement ce que je pense ce qui doit l'être. C'est pas idéal. Donc c'est selon vous. C'est pas l'idéal. Et on est tous d'accord, je pense que surtout avec la situation palestinienne présentement, ce qu'ils ont fait après le 7 octobre, c'était pas idéal. Sauf que maintenant, ils empêchent certaines d'exporter. Est-ce que c'est là? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exportées maintenant en Israël. C'est pas le charbon. Mais ça a pris beaucoup de temps pour un pays qui a autant de, on va dire, de pouvoir dans cette région. Je pense qu'ils ont la plus grande armée dans la région. Absolument. Ouais, exactement. Incroyable, exactement. Deuxième armée dans l'OTAN après les États-Unis, je pense. Exact. C'est intéressant. Pour retourner au sujet le plus important, qui est la Palestine, on va parler un peu du rôle du droit international, le génocide et la résistance.
L'Afrique du Sud a engagé une procédure contre l'État d'Israël le 29 décembre 2023 devant la Cour internationale de la justice, accusant Israël de violation de ses obligations au titre de la Convention contre le génocide à l'égard des Palestiniens de la bande de Gaza. Vous avez été impliqué dans le procès de la première personne condamnée pour génocide en droit international. Selon votre expérience, pouvons-nous comparer le cas du génocide en cours en Palestine avec les génocides reconnus internationalement comme le génocide rwandais? Ça, c'est une belle question pour les gens qui veulent être juristes ou comprendre. Mm-hmm. Le soi-disant génocide rwandais faisait, et j'étais avocat devant un tribunal international. Je vais vous interrompre un peu. C'est bien que juste vous donner, je vais excuser mon anglicisme, mais un backstory un peu, parce que j'ai choisi spécifiquement le génocide rwandais. Oui. J'ai remarqué que vous avez dit le soi-disant. Donc, juste pour clarifier un peu plus Mais pour nos auditeurs. Je laisse encore une ambiguïté, vous verrez ce que je pense. Okay. Le génocide au Rwanda, qui était un événement horrifique, avec beaucoup de morts, mais les chiffres sont encore débattables et débattus, mais beaucoup de monde sont morts. J'ai lu à l'intérieur de 100 jours plus de 800 000. Mais ça, vous avez lu, mais c'est pas ça. Non, mais juste pour clarifier à nos auditeurs, qu'est-ce qui s'est passé au juste exactement? Le tribunal a pris connaissance judiciaire du génocide. On n'avait pas besoin de le prouver. En 2006, le tribunal international pour le Rwanda a dit c'est connu, on ne peut pas changer ça. C'est un fait qui est indéniable. OK? La Cour internationale de justice, pour Israël, il faut le prouver. Mais pour les Africains qui se sont battus entre eux, le génocide des Tutsis n'a même pas besoin d'être prouvé. Ça, c'est la structure intellectuelle. Alors, ça montre un double standard juridique, parce que les pro-occidentaux, ça doit être prouvé. Il y a un procès en cours pour voir si c'est génocide ou non. Tandis qu'au tribunal international pour le Rwanda, ils ont dépensé 2 milliards de dollars pour ces procès-là. Ces 60 procès, c'était comme un fait indéniable. Tous, ils ont dit aussi, c'est une guerre interne, que c'était pas une guerre interne. Ok, il y avait des influences importantes de l'extérieur. Alors, ça c'est juridiquement extrêmement intéressant. Souvent, c'est important d'aller aux faits. Et le génocide rwandais, c'est pas le bon mot pour décrire cette guerre qui était le pire de le Front patriotique rwandais, qui est une armée Tutsi, a envahi le Rwanda en 1er octobre 90. Juste pour clarifier, les Tutsis qui sont une minorité. Minorité qui ont, encore c'est un débat historique, mais qui ont été très forts avant l'indépendance. À cause des colonisateurs. Ça, c'est un débat. Encore une fois, moi, je pense que ça a toujours été comme ça depuis 400 ans. Mais ça, c'est un débat historique. OK? Ce que vous dites, c'est ce qu'on dit maintenant. OK? Mais je connais pas le sujet, c'est pour ça que vous êtes là. Absolument, c'est bon. Je ne vous critique pas. Mais ils ont envahi. Ils ont, en 94, lorsqu'on a assassiné l'avion du président Habyarimana, qui revenait des pourparlers de près en Arusha, il y avait 1 million de Hutus, de paysans Hutus, qui avaient fui le nord du Rwanda, qui étaient aux abords de la ville de Kigali. On a assassiné les 2 présidents Hutus et du Burundi, qui est Hutu, et la guerre, le Front patriotique rwandais a avancé et essayé de prendre le pouvoir, et il y a eu une guerre interne, non, en fait, une guerre fratricide pour motif politique. C'est quoi la différence entre guerre interne et une guerre fratricide? C'est intéressant de savoir. Une guerre intéressante, mais est-ce que la Syrie est une guerre internationale? Moi, je pense internationale. La Turquie est là, les États-Unis sont là. C'est pas une guerre civile. Au Rwanda,
La guerre Romeo Dallaire était là-dedans. L'Ouganda était là-dedans. Les Américains avaient beaucoup de soldats à Bujumbura. Il y a des aspects internationaux de cette guerre-là. OK? Maintenant, les gens se sont entretués, beaucoup. Puis, on a formé un tribunal qui devait juger les deux côtés. Puis, ils n'ont pas jugé l'autre côté. Ils ont jugé seulement les perdants de la guerre. C'est une absurdité totale, une injustice totale. Et encore une fois, ce sujet, c'est le genre de débat de 3 heures. Un débat par les gens informés comme moi et d'autres qui peuvent parler de ça par une population qui s'intéresse, qui veut savoir. Pourquoi vous dites ça? Parce que nous, on va à contre-courant de la sagesse générale. Mais moi, je suis certain que j'ai raison. J'ai travaillé là-bas comme avocat. On n'a pas prouvé la planification. On n'a pas trouvé une consultation nationale à partir du 6 avril. Vous avez dit 2 points très important et je pense que c'est sur ça que je veux focuser. En fait, vous avez dit que on a jugé les perdants et vous avez dit aussi c'est que quand on juge les personnes qui sont contre nous, on n'a pas besoin de preuves. Cependant, quand on juge les personnes qui sont avec nous, on a besoin de toutes les preuves. Et malgré toutes les preuves, j'assume qu'on va arriver nulle part. Fait que j'ai 2 citations de la part de la ministre Mélanie Joly et Monsieur le Premier ministre Justin Trudeau. Mélanie Joly après l'accusation d'Israël des violations de ses obligations au titre de la Convention contre le génocide, a dit « Pour qu'un pays soit accusé d'acte de génocide, il faut des preuves irréfutables à la ministre canadienne des Affaires étrangères. » Alors que le 16 juin 2024, le Premier ministre Justin Trudeau, je vais le lire en anglais parce que j'ai la citation en anglais, regardless of what a given person or a given country around the world might think of the causes of the war. Il parle ici de la guerre russo-ukrainienne. Or the responsibility that Russia wields, everyone can agree that taking kids away from their families, trying to erase their language, their culture, that's an element of genocide. Je trouve ça quand même fascinant, que c'est très facile pour le premier ministre des États-Unis de parler de la Russie et de dire que c'est un génocide, mais quand on parle de la Palestine, il faut d'un peuple qui a vécu la Nakba en 1948, qui vit des guerres sans cesse, qui vit une occupation jusqu'à aujourd'hui, qui a une diaspora de plus de 7 millions à l'extérieur de la Palestine. On n'est pas capable d'utiliser des termes, même si on ne veut pas utiliser un génocide, vous avez utilisé crime de guerre, on n'est même pas capable de l'utiliser publiquement dans l'Ouest. Alors que quand c'est la Russie, c'est très simple de dire des éléments de génocide. Alors je voulais savoir pourquoi, selon vous. Mais on vit dans l'Occident un double standard. J'ai un ami qui est professeur dans une université en France, qui est professeur de sciences politiques, qui est un homme qui est d'origine africaine, mais il m'a dit la semaine passée, il dit « John, je peux même pas dire dans mon département que Hamas, c'est un mouvement de résistance. Ça, c'est en France. Alors, on vit dans une situation de brainwash et de domination idéologique. Et il faut dire les choses, crime de guerre, génocide. Puis, je sais pas, moi j'ai assisté au procès en ligne contre Israël avec l'Afrique du Sud. Moi, je suis un plaideur. J'ai vu les gens plaider. J'ai vu la qualité de leurs écrits. Les documents sont disponibles. 84 pages, la requête, le mémoire de l'Afrique du Sud. C'est formidable. C'est vraiment complet. C'est complet. C'est comme... certaines personnes avaient peur, oh, ils font pas ça. Non, c'est bien fait. Puis c'est des gens formidables, les avocats intègres qui plaident. Alors, ça c'est bien prouvé, c'est bien documenté et on verra la décision du tribunal. Ces tribunaux sont sujets à
débat politique aussi, de pression politique, on ne sait pas. Alors, on vit dans une société biaisée et lorsque le Cour pénal international, le procureur, a fait une plainte contre M. Poutine, moi j'ai trouvé ça une farce. Parce que les enfants, et quand le directeur de l'Organisation pour les enfants, j'oublie le nom là, mais il sortait les enfants de zone de guerre. C'est une zone de guerre dans le Donbass. Qu'on soit d'accord ou non, les enfants, le gouvernement de l'Ukraine a tué 14 000 personnes depuis 2014 en bombardant les villes de Donetsk et Lugansk. OK? 14 000 personnes depuis 2014? Oui, absolument. Absolument. Peut-être 12, non, je pense que c'est 14 000. Peu importe. Mais ils ont bombardé. 2014, mais qu'est-ce qu'il y avait en 2014? Mais ça, c'est le Maiden, le soulèvement et le coup d'État en Ukraine pour nommer organisé par Victoria Nuland. Victoria Nuland qui est? Ex-secrétaire d'État. Aux États-Unis. Assistant ex-secrétaire d'État, qui a organisé le coup en Ukraine contre un gouvernement légitime qui en fait en sorte que c'est pro-occidental. Et ça, c'est le débat, les accords de Minsk. Il y en a 2 accords de Minsk qui, d'après Mme Merkel et François Hollande, on a fait ces accords-là, on n'allait pas les respecter. On voulait que l'Ukraine puisse s'armer, organiser son armée pour attaquer le Donbass. Alors, cette guerre-là est au même niveau que Gaza. OK? Et c'est une guerre très sophistiquée. Et la Russie attaque les armées, les infrastructures, les structures militaires, et l'Ukraine essaie avec les armes américaines, parce que c'est toutes les armes américaines, européennes, britanniques, français, allemands, attaque les civils en Lugansk, non, Donetsk, pas en Lugansk, Belgorod, puis hier on a vu en Sébastopol, en Crimée. Alors, on vit dans un monde de double standard et les choses dont je vous parle maintenant ne sont pas connues ici. Ne sont pas connues. Personne ne le sait pas. Mes enfants, mes amis. Mais John, de quoi tu parles? Ben, moi, je sais de quoi je parle. Et d'ailleurs, tout le monde de la Russie comprend maintenant, et les gens en Afrique comprennent, les gens en Inde comprennent, les gens en Indonésie comprennent, les gens en Malaisie comprennent, mais en Occident, on n'a pas ça dans nos débats. La question de, soi-disant, j'ai utilisé le mot exceptionnalisme ou colonialiste, on ne nous informe pas de ça. Okay? On ne peut pas, ce qui se passe au Gaza, on ne peut pas le cacher. Parce que c'est tellement grave et puis une longue histoire d'appui aux Palestiniens, on ne peut pas l'empêcher. Mais ce qui se passe dans le front ukrainien, depuis maintenant 2 ans et 3 mois, là, comme ça, les gens ne sont pas informés. Et encore une fois, si je voulais faire un petit travail universitaire, un article de 1000 mots pour le devoir, ils ne vont pas la publier. Je suis loin d'être expert en passant. Hein? Je suis loin d'être l'expert. OK? Bon. Pour finir sur le sujet de l'Ukraine et de la Russie, en fait, vous n'avez pas remarqué par contre qu'il y a cette division dans l'Ouest par rapport à l'approche de l'Ouest par rapport à la Russie? Donc vous avez la droite qui veut arrêter cette guerre et vous avez la gauche. Sociodémocrates centrales. Exactement, qui veulent continuer la guerre et continuer de la financer. Pourquoi vous pensez qu'il y a cette division ou en réalité il n'y a pas de division? Oh, il y a une division terrible parce que la population en France, en Grande-Bretagne,
en Allemagne, le niveau de vie baisse, l'inflation est terrible. On a le Nord Stream qui a été bombardé en août 2022, je pense. C'est un acte terroriste. On n'ose même pas en parler. C'est quelque chose... Voyez-vous, là? Je suis muselé. OK? Donc, la population, on met dans des milliards, je ne sais même pas combien d'argent, on donne à l'Ukraine. Et la population est en train de souffrir. Alors, vous avez des élections en France... le 28 et le 4, j'oublie les dates. On a une élection en Angleterre. Le gouvernement va perdre. Les gouvernements font tellement d'aventurisme militaire, la population ne l'appuie pas. Et ce qu'on appelle l'extrême droite, ben on lit des choses. Des gens disent non, c'est pas l'extrême droite. C'est un parti, une tendance conservateur, anti-guerre. Ils veulent pas la guerre, ils veulent être souverains. Et puis, ils mélangent avec tous ces mouvements-là. Mais personne va me dire, John, tu peux pas appuyer, il faut que tu aies peur de la droite allemande ou la droite française, le droit en France, tandis que j'ai plus peur de Macron, de Schulz, même si Schulz est en train de tergiverser maintenant un peu, je pense. Je ne suis pas un expert, non, mais j'ai plus peur du centre, souvent. Vous avez plus peur de Macron que Marine Le Pen? Absolument. Ben, plus guerrier. On va voir si Marine Le Pen essaie de vraiment changer des choses, parce que le pouvoir n'est pas dans les partis politiques, le pouvoir parmi les... Je ne connais pas sa politique par rapport à Israël en tant que tel, cependant. Très mauvais. Très mauvais. Donc, oui. J'ai un peu de la difficulté à voir comment vous faites cette différence. Donc, si c'est juste le sujet de la Russie et de l'Ukraine, comment est-ce que le peuple français et le peuple palestinien va bénéficier d'un changement de pouvoir? Pourquoi vous dites que vous avez plus peur de Macron? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit Corrigez-moi, ça me dérange pas. J'ai pas dit ça. Tout ce que je dis, c'est que j'ai pas une extrême peur de la droite en Europe. OK? J'ai peur de l'Europe, de leur culture. Joseph Borrell dit, Europe is a garden. We have to keep the other people out of it. C'est vrai. OK? Ça, c'est... C'est malheureux. Mais qui a eu les colonies? Les Européens ont eu des colonies. Même le Québec n'a pas eu de colonies. L'Europe a eu des colonies. Les États-Unis ont des néocolonies, puis ils ont eu l'esclavage. Ils ont détruit les peuples autochtones. Mais la Russie n'a pas eu de colonies. C'est pas un pays qui est colonialiste comme tel, qui n'a pas une histoire de colonialisme. Bon. Pour revenir à la deuxième chose, ou là, en fait, la première chose que vous avez dit, qui, en fait, on punit les faibles. Ça vient avec ce que je voulais parler, c'est l'importance et la limitation des tribunaux internationaux dans la résolution des conflits. C'est qu'en fait, ce que je comprends de ce que vous dites, de votre analyse du moins, c'est que dans le fond, c'est pas important si tu as tort ou tu as raison. L'important, c'est que tu gagnes. Je vois pas le droit comme ça. C'est sûr que si vous, je suis votre avocat et vous êtes accusé diverses au volant, puis je peux trouver une façon de vous défendre. Peut-être que vous n'étiez pas sous, peut-être que vous n'étiez pas volant, peut-être qu'il y a un problème dans la preuve. Je vais vous défendre pour gagner, tout en respectant mes obligations comme avocat de déontologie de ne pas faire des fausses preuves, etc. Alors, dans une situation même de poursuite civile, si je vous poursuis parce que vous avez volé quelque chose à moi, mais je veux gagner, OK? Mon avocat va vous poursuivre. Ça, c'est une chose. En matière de droit public et droit public international, et maintenant je réfère à la Cour internationale de la justice, ça fait des litiges entre les États sur les droits de Corfu, certaines obligations de traité, si les traités sont respectés. Juste les États peuvent saisir ce tribunal-là pour résoudre leurs différends. Avec le génocide, il y a un article qui dit que n'importe quel pays peut amener une plainte de génocide
s'il y a un litige, il y a quelques prérequis techniques, mais alors l'Afrique du Sud a apporté ça. D'ailleurs, moi je suis fier de l'Afrique du Sud, le Sud, Global South, qui attaque l'Occident. Les Allemands ne sont pas d'accord. Les Allemands qui ont fait combien de génocides? 1, 2, 3, 4? On a dit 4. En tout cas, les Allemands, c'est terrible, leur histoire. Ils appuient. Alors. Et présentement, je pense que c'est eux qui, du moins en Europe, qui appuient le plus le génocide israélien présentement. Oui. Fièrement. Probablement. Mais alors, ça, on demande à ce tribunal-là d'intervenir, puis c'est l'héritage du Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, avec 27 millions de Russes, une guerre d'agression, parce que la guerre d'agression était le centre du jugement de Nuremberg, avec l'Holocauste, où 6 millions, 4 millions, je ne sais pas combien de Juifs ont été exterminés volontairement. On a hérité des traités qui sont des bons traités, qui donnent l'obligation de tous les États d'empêcher le génocide, et c'est ça que nous voyons maintenant. Et on a Canada tergiverse, ils ont dit, je pense que Canada dit on va respecter le jugement, je ne sais pas là exactement, mais ils changent tout le temps, le Canada. Mais les États-Unis, non, ça passe. Sinon, ils critiquent, OK? Alors, ça, c'est la Cour internationale de la justice, qui est un tribunal créé par la Charte des Nations unies. Un tribunal qui rejoint tous les pays du monde. Il y a quelques réservations qui peuvent se faire, mais c'est pas la même chose que la Cour pénale internationale, qui est un tribunal pénal qui accuse les personnes. C'est un tribunal accusatoire, comme si moi je sors d'ici, puis je conduis trop vite, puis je tue quelqu'un, on va m'accuser de conduite causant la mort. Conduite dangereuse causant la mort. On peut accuser les gens, les individus de crimes. Alors, M. Khan, d'ailleurs que je connais, a demandé une autorisation de porter plainte contre Netanyahou, le ministre des Relations extérieures de Défense, je pense, et 3 membres de Hamas. C'est même pas fait encore, mais il a pris longtemps pour le faire. Puis je vous dis, en 2012, j'étais à La Haye parce que j'ai plaidé à La Haye un petit peu. Et j'ai même été parler avec le procureur en expliquant, mais quand est-ce que vous allez faire quelque chose avec Israël? Oh, on fait nos enquêtes cette année. Puis je peux vous conter une blague. Parmi beaucoup de mes collègues, j'étais très critique de Karim Khan qui est allé en Égypte, proche de Palestine. Il n'est pas rentré. Puis là, il est allé parler des victimes de 7 octobre qui sont... C'est nébuleux, cette question de qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre. Nébuleux. Je dis même pas que Hamas est parfait. Je ne sais pas. Mais nous, on critiquait, puis on a des discussions, critiquer Karim Khan. Puis finalement, il a pris une bonne décision, en partie au moins. C'est la première fois qu'il essaie d'accuser quelqu'un qui n'est pas blanc, qui n'est pas noir. En fait, avant, c'était toujours les Noirs, les Africains. OK? Mais... Vous avez parlé du 7 octobre, ça va nous amener à un sujet quand même important. C'est que si vous avez dit que ce qui s'est passé au 7 octobre, vous avez utilisé le terme nébuleux ou nébuleux. Mais ce qui s'est passé, c'est que, première chose, le 7 octobre ne peut pas être compris sans parler du Nakba en 1948. Exactement, c'est pour ça que je voulais que vous parliez du contexte historique en tant que tel. On ne peut pas parler de ça. On ne peut pas parler de critiquer Hamas pour avoir pris les armes contre un occupant. On a le droit de prendre les armes contre un occupant. Sous droit international. Oui, et la Chine l'a dit, et la Chine est très prudente. Ils ont dit, ils ont le droit de prendre les armes. C'est une résolution des Nations Unies de 1982. Alors, le droit de prendre les armes, puis on peut penser
quelques années avant, 40, 50 années avant. En Algérie, ils ont pris les armes. La France a tué 1 million, je pense. Ça, c'est en l'espace de 8 ans. Je pense que Oui. depuis 54. dès qu'ils ont colonisé l'Algérie jusqu'à la fin de la colonisation, c'était presque 9 millions. Mais 8 ans de 54 à 63, je pense, ou 62. 62. Mais ces parallèles sont importants. Et de prendre les armes contre Israël, c'est un droit. Et on ne peut pas comparer. Je ne sais pas si vous connaissez Gabor Maté. Gabor Maté, oui, le médecin. Oui, et son fils, c'est Aaron Maté. Aaron Maté, il a étudié à Concordia, ici à Montréal. Oui. Mais Gabor Maté a dit, qu'on aime ou non Hamas, on ne peut pas comparer le 7 octobre avec ce qui se passe maintenant, avec bombarder volontairement, avec l'intelligence artificielle, en sachant que les femmes, les enfants et les combattants, et même les hommes non combattants sont tués. Sur le 7 octobre, les histoires qu'on entend, viol des femmes, pensez-vous que les Palestiniens qui voulaient les otages et tuer des soldats avaient le temps d'aller violer les femmes? Voyons donc, ça s'est passé très vite. C'était très intense. Alors, et d'ailleurs, cette preuve d'abus sexuel ou viol ont été écartées. C'est pas sérieux. OK? Il y a quelque chose d'un peu plus dangereux par rapport à ça, parce que Joe Biden, il avait dit qu'il avait vu, le président des États-Unis, Joe Biden, il a dit que, si je me trompe pas, il avait vu les images des têtes décapitées des enfants. Oui. Et après ça, cette histoire a juste disparu. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut accuser quelqu'un de faire quelque chose d'aussi atroce, puis ensuite oublier l'histoire. Comment est-ce que... Oui. C'est le but de diaboliser l'ennemi. OK? Et je sais que là, je m'écarte de scientifique, j'essaie d'être scientifique, OK? Je pense à un gang de jeunes dans 20 et 30 ans qui fait une partie, une danse, OK? Ils sont en train de fumer du pot. J'ai rien contre ça, là, OK? De faire d'autres choses. J'ai pas contre tellement. À quelques kilomètres de prison de Gaza. Inconscience. Parce que c'est des Occidentaux. Ouais, exact. Des Israéliens. Et souvent, c'est des soldats dans leur fin de semaine. OK? C'est comme... Mais ça, c'est pas scientifique, ce que je dis. Je pense que c'est vrai, mais en fait, les histoires aussi, Israël, ils tuent leurs propres soldats. C'est le doctrine Hannibal, parce qu'ils ne veulent pas que les gens deviennent otages. Ouais. OK? C'est vrai. Je pense que par rapport à votre point du rave juste à côté, je pense que l'historien Yann Papé fait un commentaire par rapport à ça. J'ai pas lu ça, mais en fait, qui dit que vous êtes en train de dire que vous êtes des... j'ai le mot juste en anglais, we're peaceful, we're just dancing. Dans le fond, comment est-ce que vous dansez alors qu'il y a du monde qui ont à peine à manger juste à côté de chez vous? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Créer une certaine fraternité? C'est ça l'histoire qu'on disait dans l'Occident. Et en fait, il a raison. C'est ridicule. Vous êtes en train de faire un rave, fumer du pot, vous amuser alors qu'il y a du monde qui vit dans une prison juste à côté de chez vous. C'est quoi cette connexion que vous essayez de faire? Pourquoi est-ce qu'on essaie d'humaniser l'acte en tant que tel? Alors qu'en réalité, c'est comme si moi, j'allais à côté d'une prison, puis j'allais m'amuser avec ma gang d'amis. C'est comme si j'essayais de faire sentir mal les prisonniers. Je suis pas en train de créer une certaine fraternité, ou leur dire je comprends comment vous vous sentez. Au contraire, ça c'est encore là. Et, comme vous avez dit, c'est pas pour justifier ou ne pas justifier ce qui s'est passé le 7 octobre, mais ce qui s'est passé en réalité n'est pas clair pour tout le monde. Vous avez parlé de la doctrine Hannibal, qui dans le fond donne un feu vert aux soldats israéliens et aux avions israéliens de tuer n'importe qui juste pour pas que ça devient otage. Exactement. Donc en réalité, c'est un sujet quand même complexe. Cependant, peu importe ce qui s'est passé après le 7 octobre, on connaît la réalité aujourd'hui. C'est triste, c'est pas le bon mot, c'est affreux ce qui se passe en Gaza. Incompréhensible. Pour nous. Exactement, incompréhensible. C'est pas quelque chose que... en fait, je m'attendais jamais à ma vie de voir des images de même à chaque jour.
le papa qui tient son fils sans tête, des corps brûlés. C'est atroce, honnêtement. C'est malheureux que la position d'un pays dans lequel je vis, dans lequel je paye des taxes, est honnêtement lâche. Ce que je voulais dire, par contre, malgré que c'est très, très difficile pour le peuple palestinien, on voit aussi que il y a une certaine résistance qui s'est formée. Et on le voit que c'est parti du Yémen jusqu'au sud du Liban, en Gaza présentement. Et on voit que ça a un impact sur l'entité israélienne. Alors, je voulais vous demander la question, c'est quoi, à votre sens, après le 7 octobre, le futur de l'entité israélienne? Ça, c'est un sujet très important. J'ai déjà été en Israël et en Palestine une fois. Je sais que Jeff Halper donne une conférence à Toronto puis à Hamilton le 2 ou le 3 juillet. J'ai compris, j'ai entendu quelques entrevues des Israéliens antisionistes qui vivent en Allemagne. Et je vais donner quelques exemples et les gens qui vont nous écouter vont écouter Judge Andrew Napolitano, Scott Ritter, Pepe Escobar, d'autres personnes qui parlent de la situation en Israël. Actuellement, il y a encore mes chiffres là, disons 200 000 Israéliens qui quittent le Nord. Mm-hmm. OK? Mes chiffres? Non, c'est bien. Dites-moi que j'ai tort sur les chiffres là. Il y a un manque d'employés parce qu'ils sont dans l'armée. L'armée, apparemment, le moral de l'armée n'est pas très bon, le moral. Il y a beaucoup de problèmes économiques. Vous avez la Chine qui empêche les bateaux d'aller en Israël. Vous avez le Yémen qui attaque les bateaux, les gros bateaux de containers, qui essaient d'aller en Israël et qui ne peuvent pas. C'est des coûts économiques qui sont énormes. Nous avons, et nous lisons, vous lisez comme moi, que, là j'invente un autre chiffre, 750 000 Israéliens ont quitté puis vont jamais revenir. Mon chiffre là, je sais pas. OK? Mm-hmm. Mais Israël dépend de sa force de dissuasion. Les gens veulent vivre en sécurité. Il n'y aura pas de sécurité. Ça a l'air qu'il n'y aura pas de sécurité. Donc, ce que les familles sionistes qui vivent en Israël manquent de confiance en eux. Il y a une division au sein de la société israélienne entre les plus orthodoxes et les Ashkenazim, les plus pro-européens. J'ose pas trop parler de ça parce que c'est pas dans... C'est pas votre expertise. Non, pas du tout. Mais c'est des faits qu'on connaît, qui semblent vrais. Alors, nous espérons, évidemment, que c'est la fin de le sionisme. Mm-hmm. Ilan Pappé, que j'ai déjà entendu, j'étais juge au tribunal international de Kuala Lumpur, ça fait 10 ans maintenant. Puis on a entendu Ilan Pappé parler, puis c'est un homme brillant qui connaît ça 250 fois mieux que moi. OK? Je sais pas, mais c'est la confiance dans le système colonial est sévèrement affaiblie. Mm-hmm. Est-ce qu'ils peuvent continuer? Parce qu'Israël a quand même... Il y a des problèmes économiques, je pense. Si j'ai bien compris, la Colombie arrête d'envoyer le charbon. Le système électrique est basé sur le charbon. Et ça cause des problèmes économiques importants. Le coût de la vie est très fort, très haut. Alors, c'est une boîte noire. Je ne sais pas où ça va avec ça. Évidemment, la meilleure chose, c'est que ça s'autodétruise. Toute colonie occupant doit partir, ça doit être détruit.
Ça peut s'autodétruire et aussi être détruit militairement, je ne sais pas. Une chose qui me dépasse des fois, c'est que l'Iran, le 13 ou 14 avril, a montré sa supériorité militaire en frappant deux bases, Nablus et un autre, même si tout le monde savait, et les Israéliens, les Américains, les Britanniques et les Français ont attaqué les drones, puis il y avait 150 drones. Ça coûtait 1,3 milliard ou 2 milliards, et l'Iran a frappé. Ils passent à travers le Iron Dome, et ils ont frappé leur cible. Personne n'a été tué. Alors, la force, moi comme être humain, ce gouvernement d'Iran, ce militairement, c'est tellement fort, il faut faire la paix. Mais évidemment, il n'y a pas de logique. Parce que Israël, comme les États-Unis, se pense superpuissant encore. Il y a encore l'idée que nous sommes très forts. Même si je ne pense pas qu'ils le sont. OK? Juste pour confirmer vos chiffres, en fait, John Mersheimer, professeur de relations internationales à l'Université de Chicago, il dit qu'après le 7 octobre, il y a eu le départ de plus de 500 000 Israéliens. C'est bon. Ouais. Et il a aussi dit qu'il y a des informations qui confirment que beaucoup d'Israéliens appliquent pour la citoyenneté polonaise et partout en Europe. Donc, pour confirmer ce que vous avez dit, il y a beaucoup de personnes en Israël qui ne croient plus aux rêves sionistes, en fond. Et par rapport à la force de dissuasion, ben, en fait, après le 7 octobre, il y a beaucoup dans le monde arabe qui n'ont plus peur de l'entité israélienne. Et comme vous avez dit, le choix logique est que il faudrait faire la paix, mais je pense que j'ai juste le mot en arabe kibriya, sauf que c'est quand quelqu'un il se croit trop fort, trop supérieur aux autres, il ne veut pas être humble. Il veut constamment montrer que c'est moi le plus fort et je vais vous tous vous remettre à votre place. Et éventuellement, je sais pas, mais comme toute colonie, comme la France l'a fait, comme l'Angleterre l'a fait, ils vont devoir quitter leur colonie. Oui. Mais encore là, comment et sous quelles conditions, s'ils vont vivre ensemble ou pas, ça c'est le temps va le laisser savoir. Ils n'ont pas le choix que de vivre ensemble. Ouais. Dans la vie, on n'a pas le choix. Idéalement, oui. Je suis d'accord avec vous. Tout juif n'a pas un diable. Ouais, je suis d'accord avec vous. Et cet attempt to conflate anti-Zionism and anti-Semitism, en réalité, les Juifs et les Arabes, ils ont toujours vécu plus ou moins en paix. Pourquoi est-ce que ça serait difficile de le faire maintenant? Je ne comprends pas. Maintenant, on arrive à la conclusion par rapport. Quel est, selon vous, le chemin vers la justice et la paix pour les Palestiniens sous occupation israélienne? Moi, je pense que le terme « From a river to the sea », Palestine will be free, je pense que c'est l'essentiel. Et il y a du chemin à faire. Il y a une chose qui est inquiétante. Juste ajouter quelque chose. Pouvez-vous clarifier pourquoi Palestine will be free from the river to the sea? Pourquoi c'est important? Parce que la solution est 2 États avec les colonies dans la Cisjordanie qui va les forcer à partir. Qui va les... On est sorti des colonies de Gaza en 2006, 2005, 2006. Ariel Sharon. Mais c'était pas beaucoup. C'était pas, je sais pas combien de chiffres, mais il y a X millions de villages ou de villes colonies. Je les ai vus quand j'étais sur les collines, là, les villes modernes comme aux États-Unis. Qui va les prendre par la force? Qui aura la volonté politique de le faire? Quel gouvernement Israël qui va le faire? Donc, la solution à 2 États n'est pas réaliste. N'est pas une solution. Alors, il faut avoir one man, one vote et résoudre ça et de trouver des solutions politiques qui vont être difficiles et
Évidemment, moi, ou vous ici, assis ici au Canada, on ne va pas leur dire comment faire, mais c'est inquiétant. Et une chose qui est inquiétante actuellement, c'est que c'est encore les États-Unis qui contrôlent les débats sur le cessez-le-feu. Et à la dernière cessez-le-feu, résolution des Nations Unies, la Russie n'a pas fait un veto. Ils auraient peut-être dû faire un veto parce que c'était truqué. Et moi, je vous dis ce que je ressens, c'est que lorsqu'il y a une conférence de paix, comme les conférences de paix après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les pays, France, Angleterre, Russie, États-Unis, ils ont établi certaines choses, mais les pays du monde puissants, les hauts BRICS peut-être, la Chine, la Russie, ils doivent tout le monde s'asseoir à table. Les pays arabes ont un mot à dire parce que ça doit se régler comme ça et pas avec un diktat imposé. Camp David, il y a 40 ans, Bill Clinton, les accords d'Oslo, OK? Ça ne peut pas passer comme ça. Mais je pense que sur la table aussi, il devrait inclure les Palestiniens de partout dans le monde, incluant la diaspora. Probablement, je n'ai pas... C'est 7 millions à l'extérieur de la Palestine. Ils ont le droit de rêver de retourner. Pas juste rêver, mais de revenir. Absolument. C'est quelque chose à laquelle je n'ai pas réfléchi. Donc, je ne veux pas donner une opinion, parce que quand je donne une opinion, c'est parce que je sais de quoi je parle. Mais c'est sûr que les Palestiniens, la Cisjordanie, Gaza, Hamas, différents, parce qu'il y a 6 groupes de résistance. C'est pas juste Hamas. Il faut trouver des solutions qui permettent au peuple palestinien de déterminer son avenir. Mais les garants de ce processus peuvent être les pays importants aux Nations Unies, au Conseil de sécurité ou ailleurs. Parce que même le Conseil de sécurité, peut-être, doit être changé ou révisé. Même si je trouve ça en partie bon. Le Conseil de sécurité, c'est une bonne chose, mais il y a des manquements importants. Monsieur Jean-Philippe Watt, merci beaucoup de votre temps. J'apprécie vraiment. Et j'espère que nos auditeurs ont appris beaucoup aujourd'hui de votre grande expérience et de votre sagesse. Merci beaucoup. Merci.